Quand on m'a aidé à planifier mon voyage à Venise, on m'a trouvé un genre de forfait tourisme, le Venezia Unica, avec accès à plein de musées importants et incluant une passe d'une semaine pour utilisation illimitée du transport en commun. À prime abord, j'étais réticent. Si je voyage, c'est pour prendre la mesure de la ville en la parcourant à pied, pas passer mon temps en autobus. Mais on m'a fait réaliser, niaiseux, les autobus à Venise, ils sont pas exactement traditionnels. Et c'est tellement vrai. Les autobus à Venise, c'est ça. Ça a comme pas mal plus de charme et de romantisme que ça. On les appelle les water taxis, mais c'est pas des taxis, c'est véritablement du transport en commun. Le nom officiel, c'est Vaporetto. La compagnie qui les maintient s'appelle ACTV. La preuve que c'est du transport en commun, voici le plan. C'est exactement comme le plan de métro ou d'autobus de n'importe quelle ville. C'est-à-dire, ça a l'air compliqué, mais tu t'habitues vite, il y a plusieurs lignes colorées, et eux aussi ont attendu super longtemps avant d'avoir une extension à Laval. Le plan n'est pas à l'échelle, il y a des destinations qui sont vraiment loin. J'ai tellement abusé du système. Des fois, j'utilisais les Vaporetto comme un enfant à la ronde qui fait le même manège sans arrêt parce qu'il n'y a pas de fil. Juste pour la passe de semaine de Vaporetto, mon forfait Venezia Unica valait la peine. Sans parler des autres affaires gratuites auxquelles j'ai eu accès. Au fil des multiples épisodes qui suivent, portez attention au nombre de fois que je mentionne le forfait Venezia Unica. Vous allez voir à quel point il valait la peine. L'accès au Vaporetto est basé sur un système d'honneur. Tu t'achètes un billet à l'avance, un peu comme une carte opus avec soit un seul billet, plusieurs billets, une passe de jour, une passe de semaine comme la mienne, etc. Et puis à chaque station de Vaporetto, il y a un petit scanner avec une portière. Mais il n'y a pas de gardien, donc en théorie tu peux entrer sans payer, mais de temps à autre, il y a des inspections à bord. Et s'il te pince sans billet activé, c'est beaucoup plus cocasse pour les autres passagers que sur d'autres systèmes de transport en commun. Lors de ma première expérience en Vaporetto, je me dirige à une station que j'avais identifiée sur ma belle carte archaïque en papier et je vois ce gros bateau jaune qui flotte et je me dis, ça y est, c'est le Vaporetto qui se prépare à partir. J'arrive juste à temps. Je m'assois, j'attends. De temps en temps, une autre personne arrive et se joint à moi, mais pas de chauffeur. Finalement, un autre bateau arrive et accoste sur nous. Des gens débarquent et passent littéralement à travers mon bateau jaune et regagnent la rue de l'autre côté. Puis j'ai compris, le bateau jaune était pas le Vaporetto lui-même, c'est la station d'embarquement, c'est l'arrêt d'autobus. Quand vous voyez ces grosses structures flottantes jaunes, c'est un arrêt. C'est intelligent d'avoir des arrêts comme ça permet à une foule de gens d'attendre le Vaporetto sans encombrer les rues, et ça permet au Vaporetto de s'accoster contre une structure qui flotte et donc qui absorbe le choc de l'accostage, ce qui magane moins le bateau. Le système de Vaporetto m'a tellement fasciné que j'y ai apporté le point de vue unique de GF Bibo. J'ai compté 4 modèles distincts de Vaporetto à la grandeur de la région métropolitaine de Venise, incluant les destinations insulaires. Comme je connais pas leur nom officiel, je leur ai donné moi-même des noms. Voici des croquis et des photos. Modèle numéro 1, l'éclaireur. De loin, mon modèle préféré, sa distinction, le seul qui permet de s'asseoir à l'extérieur, à la proue, et d'avoir une belle vue panoramique. Il y a aussi des sièges extérieurs à l'arrière, mais d'autres modèles ont ça aussi. En pleine journée, c'est très difficile d'avoir un siège point, encore moins les sièges panoramiques, donc pour être sûr d'avoir la meilleure place, sortez très tôt le matin, avant la foule de touristes. Malheureusement, ce modèle est très rare, propre à juste certaines lignes spécifiques. Modèle numéro 2, le tank. Un modèle très répandu, un peu déstabilisant. Tout est renfermé, blindé et bas. Les sièges avant sont intérieurs et rabaissés, donc la vue panoramique est un peu claustrophobe et au ras de l'eau, par un petit hublot. Pas idéal, mais ce modèle-là aussi a des sièges à l'arrière et d'habitude, c'est là que je m'essayais quand j'étais obligé de prendre un tank. Modèle numéro 3, le bombardier. Un bon modèle très simple, sans tambour ni trompette. Tout est au même niveau, pas de siège au ras de l'eau comme le tank, donc les sièges avant, même s'ils sont intérieurs, donnent une belle vue. Comme d'habitude, il y a aussi des sièges arrière extérieurs. La tourelle, qui est optionnelle, ajoute un flair intéressant. Modèle numéro 4, le porte-avions. Ce modèle est réservé aux lignes qui vont particulièrement loin, comme Burano ou Treporti. C'est pour ça qu'il est le plus gros pour faire le moins de voyages possible en transportant le plus de monde possible. On ne peut pas s'asseoir à l'avant du tout. Tout cet espace est réservé à la cabine de pilotage. Mais en revanche, l'arrière est immense et surtout très large. La tourelle est très fréquente sur ce modèle, mais encore une fois, optionnelle. Ce que je trouvais fascinant à chaque arrêt de Vaporetto, c'était de regarder le préposé qui devait soigner son gros câble marin pour accoster. Il faisait son nœud rapidement, puis le courant s'occupait de le resserrer par une force inexorable, toujours accompagné par un gros grincement. Je me suis souvent amusé à penser ce qui arriverait si on prenait les 2 ou 3 secondes avant que le nœud se resserre pour glisser un tube de yogourt entre les anneaux de corde. Imaginez-vous-le en regardant ceci.